Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du FacFac. Nouvel épisode aujourd'hui consacré à la location meublée. Vous avez été nombreux à nous poser cette question-là. Nos clients nous la posent régulièrement. Quelles sont les particularités de la location meublée? Donc on va y revenir dans cet épisode. On va d'abord parler des revenus fonciers dits classiques de la location nue, puisque c'est ça qui est important de comprendre pour ensuite parler du meublé et ses particularités. Puis on finira aussi par évoquer quelques points d'actualité, puisque le meublé, et notamment la fiscalité sur le meublé, fait débat régulièrement au niveau des projets de loi de finances, au niveau gouvernemental aussi. Et donc on en dira un mot, et puis on conclura sur les différents moyens de location qui existent, location nue, location meublée. Donc première étape de cette vidéo, ça va être de parler de la location nue, la location on va dire classique, qui est celle qui est la plus utilisée on va dire par les bailleurs, c'est la location nue. On va surtout s'attarder sur les aspects fiscaux dans cette vidéo, c'est là qu'on va vraiment prendre conscience des différences entre le nu et le meublé. Le nu, comment ça fonctionne? Vous êtes propriétaire d'un local, qui peut être un local d'habitation ou commercial d'ailleurs. Vous allez générer des revenus. Ces revenus, ils sont dans une catégorie qui s'appelle les revenus fonciers, au niveau de l'impôt sur le revenu. Et donc, dans cette catégorie, on va venir impacter l'ensemble des revenus que vous allez générer sur vos locations. Derrière, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez deux régime possible quand vous êtes en revenu foncier. Soit vous êtes dans le régime du micro, et à ce moment-là, c'est le régime qui est d'office lorsque vous vous déclarez, à la seule condition, c'est que vous soyez sur des revenus qui soient inférieurs à 15 000 € par an. Donc soit vous êtes au micro, soit vous êtes dans ce qu'on appelle le régime réel. Donc c'est les deux schémas possibles quand vous avez des revenus de location nue. Alors ça s'applique aussi aux parts de SCPI, mais je ne vais pas rentrer dans tous les schémas, on va rester simple. Sur le micro, eh bien, vous avez un choix possible. Donc quand vous êtes inférieur à 15 000 €, 15K €, régime très simple, vous allez prendre vos revenus, vous allez appliquer un abattement de 30%, et ensuite vous aurez votre assiette taxable de revenus. Sur le réel, c'est un petit peu différent puisque vous allez pouvoir déduire de vos revenus un certain nombre de charges, en particulier les charges courantes, donc d'entretien, votre gestionnaire locatif si vous en avez un, votre taxe foncière, vos charges de copro, vos intérêts d'emprunt aussi. Tout ça va venir en déduction, donc déduction des charges, et vous allez avoir là aussi une assiette qui va résulter de ce calcul. Cette assiette, on va la retrouver ensuite dans vos revenus fonciers, donc c'est ce que vous allez déclarer comme revenu taxable à l'impôt sur le revenu. Qu'est-ce qui va se passer ensuite pour cette assiette? Ça va être assez simple. Cette assiette, elle va être taxée à hauteur de votre tranche marginale d'imposition, ce qu'on appelle la TMI. Donc en général, et nous ce qu'on voit chez nos clients, c'est que souvent ils sont dans la tranche à 30%, mais vous pouvez être dans la tranche à 11%, dans la tranche à 41% ou à 45%. Mais donc le plus souvent, et on va retenir cet exemple-là, vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30%. Et puis vous allez payer ce qu'on appelle des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Donc vous reprenez votre assiette, éventuellement en micro à moins 30% grâce à l'abattement, ou votre assiette qui résulte de votre régime réel, une fois les charges déduites. Et vous allez appliquer ce taux-là en imposition sur le revenu, sur l'ensemble de ce que vous allez déclarer à ce niveau-là. Donc si je reste sur mon exemple du micro, qui est celui on voit souvent, puisque quand on a un appartement ou un bien, on est souvent dans la catégorie micro puisque inférieur à 15 000 €, et bien on se retrouve avec une imposition moyenne, une fois qu'on a enlevé les abattements, à 33% d'impôt. Alors quelques particularités, et notamment sur le régime réel, ce qui est intéressant et ce qu'on peut faire, c'est que quand vous faites des travaux assez importants, vous avez souvent intérêt à passer dans ce régime réel, puisque les travaux importants, vous allez pouvoir les déduire et donc avoir potentiellement une assiette taxable l'année où vous faites les travaux qui est à 0, voire même qui théoriquement pourrait être négative. C'est ce qu'on appelle le déficit foncier. Et ce déficit que vous allez générer ici sur le réel, vous allez pouvoir le reporter sur votre revenu global, aujourd'hui jusqu'à 10 700 €. Et c'est doublé d'ailleurs sur les travaux de rénovation énergétique, mais voilà, jusqu'à 10 700 €, vous allez pouvoir venir impacter le surplus de déficit foncier que vous allez générer sur l'ensemble de vos revenus annexes. Voilà, donc on a vu la partie revenus, comment je les déclare, quel est mon taux d'imposition sur la partie revenus. Ce qui va être intéressant de regarder maintenant, c'est sur la partie je revends mon bien.
quel est le fonctionnement de la partie plus-value. Aujourd'hui, la plus-value sur un bien que vous avez acheté en nu, elle est calculée de manière très simple, c'est-à-dire que vous allez avoir une assiette. Là aussi, on va devoir calculer une assiette. Donc l'assiette, je vais faire simple, c'est le prix de vente moins le prix d'achat. Alors, dans les faits, c'est pas exactement ça, puisque dans le prix de vente, on va venir y ajouter les éventuels frais d'agence immobilière que vous avez pu avoir. Dans le prix d'achat, enfin déduire en l'occurrence ici, dans le prix d'achat, on va venir y ajouter l'ensemble des frais d'acquisition que vous avez pu avoir lorsque vous avez acheté le bien. On va pouvoir y ajouter aussi, si vous n'avez pas fait de travaux, une quote-part forfaitaire de travaux à hauteur de 15%. Ça, c'est autorisé. Soit vous déduisez des travaux, soit vous appliquez ce fameux 15% de quote-part. Et donc, on va venir comparer ces deux montants. Et ça va nous donner une plus-value taxable. Voilà. Ce montant-là, c'est ce que vous allez venir... c'est ce que le notaire va calculer quand il va calculer l'impôt que vous devez, va être imposé à la fois sur l'impôt sur le revenu à hauteur de 19% et au titre des prélèvements sociaux, on les retrouve toujours, hein, à hauteur de 17,2%. Ce qui va se passer, c'est que si vous vendez avant 5 ans, ou jusqu'à la 5e année, vous paierez ces 19% et ces 17,2%. À partir de la 6e année, il y a un système d'abattement qui va se mettre en place, qui va venir réduire ces taux d'imposition progressivement pour arriver, pour l'IR, à 0% au bout de 22 ans et à 0% pour les prélèvements sociaux au bout de 30 ans. Alors, c'est pas tout à fait linéaire pour les prélèvements sociaux, c'est dégressif de manière assez peu rapide jusqu'à la 22e année, puis ça s'accélère ensuite. Mais globalement, ça veut dire que plus vous attendez, plus vous détenez votre bien longtemps. Et l'objectif derrière, hein, c'est d'éviter d'avoir des flux permanents de transactions. On préfère que les gens gardent leurs appartements, leurs biens et les louent sur des longues durées plutôt que de faire de l'achat-revente. Et ben, on va venir appliquer ces abattements qui vont faire que au bout de 30 ans, vous allez avoir une plus-value qui est certes taxable, hein, il y a une assiette, hein, qui va d'ailleurs peut-être être très importante au bout de 30 ans, puisque le prix de vente il va gonfler progressivement. Mais votre assiette, plutôt votre taux, il va être à 0, puisque au bout de 30 ans, vous avez 0 impôt sur la plus-value. Alors là, c'est le cas d'un investissement locatif, mais il y a des cas d'exonération. On parle de la résidence principale, par exemple. Vous êtes en exonération totale, vous êtes toujours à 0%. Là, on est vraiment sur la partie location. Donc on a vu la location nue. La location nue, on a compris, c'est dans les revenus fonciers que ça se gère. Imposition à hauteur de votre tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux, soit en régime micro, dans lequel cas j'ai 30% d'abattement, soit régime réel, je déduis mes charges, je connais ma base taxable et je déclare au titre des revenus fonciers. La partie plus-value, on en a parlé aussi. Prix de vente moins prix d'acquisition et avec un taux d'imposition qui est dégressif dans le temps, 19% au titre de l'impôt sur le revenu qui devient 0 au bout de 22 ans et 17,2% au titre des prélèvements sociaux qui deviennent 0 au bout de 30 ans. On va passer maintenant à la partie location meublée et pour bien comprendre les différences, on va rappeler deux choses sur la location meublée. D'abord que c'est une détention qui est civile. Au sens où vous détenez le bien en direct. Comme dans les revenus fonciers, vous détenez le bien en direct et vous allez voir, ça a son importance dans la partie fiscale qu'on va voir après. Différence importante par rapport à la location nue, c'est son système d'exploitation. L'exploitation, elle est considérée comme commerciale. Là aussi, on va le voir, ça a un impact. Elle est commerciale puisqu'on vient apporter du service. C'est un appartement qui lui est meublé, donc c'est une prestation meublée et donc c'est considéré comme commercial. Résultat, deux régimes d'imposition possibles comme dans la location nue, soit on est dans le régime micro, soit on est dans le régime réel. Un point important au niveau du revenu dans lequel va être catégorisée la location meublée, ce n'est plus le revenu foncier comme on le voyait juste avant, mais au titre des BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc le régime en réalité, ce n'est plus le micro-foncier comme on a vu avant, mais le micro-BIC. Différence aussi importante par rapport aux revenus fonciers, on a vu tout à l'heure que l'abattement était de 30% dans les revenus fonciers.
dans les BIC et dans le micro BIC, l'abattement, il est de 50%. Avec un montant à ne pas dépasser dans les 70 000 € de mémoire. Donc un plafond qui est plus haut que les revenus fonciers. Donc si je me mets dans le régime des micro BIC, je vais avoir un abattement de 50%, même cas que tout à l'heure, je vais réduire de 50% mon assiette taxable, et puis ensuite je vais appliquer mon impôt. Si je suis au régime réel, là je vais faire toute la démarche comme j'ai fait pour les revenus fonciers, mais on va le voir, il y a quelques différences. Et pareil, assiette taxable va être imposée au titre des revenus BIC. Les revenus BIC, ils sont taxés comment? Eh bien comme les revenus fonciers, c'est juste que ce n'est pas la même catégorie, mais l'imposition c'est la même, c'est tranche marginale d'imposition plus prélèvements sociaux. Donc même chose que tout à l'heure, hein, si on est à 30%, on va appliquer 30% d'impôt sur le revenu, plus les 17,2 de prélèvements sociaux. Quelles sont les différences importantes sur le régime qu'on va choisir? Et là, je dois le dire, en fait, il n'y a pas vraiment match entre le régime micro et le régime réel. On va systématiquement, quasiment, aller chercher le régime réel. Pourquoi? Puisque dans l'allocation meublée, c'est une exploitation commerciale. Donc on va avoir un raisonnement d'entreprise quand on va calculer les revenus issus de cette location. Donc on va tenir un compte de résultat et un bilan, hein, mais on va tenir une comptabilité globale, un compte de résultat dans lequel on va venir comptabiliser les revenus de mes locations, duquel on va enlever les charges courantes, comme on a vu tout à l'heure, hein, la taxe foncière, les charges de copro, les charges de gestion locative. Et on va ajouter quelque chose, du moins on va déduire quelque chose en plus qu'on n'a pas déduit tout à l'heure, ce sont des amortissements. Ces amortissements, on va considérer, mais comme dans toute société, hein, quand vous achetez un actif, que ce soit un téléphone, un ordinateur portable, on va venir progressivement déprécier la valeur de cet actif, puisqu'on va considérer qu'il perd de la valeur dans le temps, il va falloir en racheter un dans 5 ans peut-être, et donc la charge de mon achat, je vais l'étaler sur 5 ans. Eh bien, c'est ce qu'on va faire aussi dans le cas de la location meublée. On a le droit de passer un certain nombre d'amortissements, donc le bien immobilier, on va l'amortir sur 30 ans, 40 ans, 50 ans, comme on veut. C'est votre expert comptable qui va faire le choix, duquel on aura déduit quand même la valeur foncière, donc la valeur du terrain, qui elle n'est pas amortissable. On va passer des amortissements, ce qui va revenir à ajouter des charges, et donc on va avoir ici un résultat net, comme dans une société. Ce résultat net, c'est ce montant, ici, qui va être taxé à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Donc qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes en régime réel, que vous avez des revenus, etc. Eh bien, pendant un bon nombre d'années, ce résultat net qui est en bas, il va être à 0. Même théoriquement, il va être négatif. Mais avec un système de report, je ne rentre pas trop dans les détails, mais vous allez pouvoir maintenir ce résultat net négatif pendant très longtemps. Nous, ce qu'on voit en général, hein, c'est d'être au moins sur 15 ans de résultat net à 0. La conséquence, c'est quoi? C'est que vous ne payez 0 impôt. Sur l'ensemble des revenus que vous avez, il y a 0 impôt. Et donc, dernière partie sur cette partie location meublée, c'est la plus-value. Comment on taxe la plus-value sur ce format-là? Eh bien, je vous le rappelle, on a dit au départ qu'on était en détention civile. Donc, on applique la taxation au titre de la plus-value des particuliers, comme si c'était une location classique ou une détention classique. Donc, je vais appliquer exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Ma plus-value, elle est égale à mon prix de vente moins mon prix d'acquisition, modulo effectivement les différents frais qu'il y a pu avoir. Et cette plus-value va être taxée de la même façon que sur le revenu foncier, c'est-à-dire 19% au titre de l'impôt sur le revenu, 17,2% au titre des prélèvements sociaux, avec le même principe des abattements pour durée de détention. Donc on voit bien entre les deux, si je fais un rapide résumé, c'est que entre de la détention au titre des revenus fonciers avec une location nue ou une location meublée, dans un cas, on est à peu près certain de payer des impôts, location nue. Éventuellement, les années où je fais beaucoup de travaux, je peux être à 0, mais globalement, je vais payer des impôts. Alors que la location meublée, quand je me mets dans un régime réel, grâce notamment au principe des amortissements, je vais pouvoir avoir un résultat net qui est négatif, enfin, qui est à 0 officiellement, et donc constater eh bien, un revenu à 0. Donc je ne suis pas imposé dessus. Ça, c'est vraiment la différence fondamentale. Et sur la partie plus-value, même régime sur les deux, régime des particuliers.
Voilà, donc du coup, dernière étape que je voulais évoquer dans cette vidéo, c'est la partie un petit peu actualité. Puisqu'on l'a compris, hein, la location meublée, elle a pas mal d'avantages. Et on en parle régulièrement dans les projets de loi de finances. Le gouvernement évoque régulièrement cet avantage au niveau du meublé. Et il se trouve que le projet de loi de finances 2024, il y avait plusieurs amendements qui étaient prévus sur le sujet. Un des amendements qui a fait beaucoup débat et qui a pas mal fait discuter sur les réseaux sociaux notamment, c'est le principe des amortissements qu'on a vu. Autant le principe des amortissements pendant la durée de vie du projet n'est pas du tout remis en cause, hein, c'est le principe des amortissements, on va dire, classiques que pourrait avoir une entreprise. D'ailleurs, quand on est en SCI à l'IS, on a exactement le même compte de résultat avec des amortissements, etc. Ce qui est remis en cause et ce qui est effectivement une anomalie comptable, c'est que lorsqu'on calcule la plus-value à la sortie, on ne reprenne pas ces amortissements dans le calcul. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en détention civile, donc la plus-value, elle est calculée entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Sauf qu'on serait dans une entreprise, réellement, eh bien la vraie plus-value, ça serait le prix de vente moins le prix d'acquisition, moins les amortissements que j'ai déjà passés, puisque ces amortissements ont permis d'économiser déjà de l'impôt. Et puis en général, on a tendance à dire qu'on calcule la plus-value entre le prix de vente et la valeur nette comptable. La valeur nette comptable de mon appartement que j'ai amorti, je l'ai acheté 200 000 €, j'ai pu amortir, je prends un exemple, 5 000 € par an, je le revends au bout de 10 ans, ma valeur nette comptable VNC au bout de 10 ans, c'est 150 000 €. Donc ma plus-value, ce n'est plus, je ne sais pas, mettons que je le vende 300 000 €. Dans mon régime des particuliers, j'aurais fait 300 000 moins 200 000, égale 100 000 de plus-value. Ben là, je ne vais pas faire ça. Je vais faire 300 000 moins 150 000. Et donc, on voit bien que dans ce cas-là, ma plus-value, c'est 150 000 € et non pas 100 000 €. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne de 300 000 € moins 200 000 €. Mais certains voudraient venir toucher à ce mécanisme-là, et c'est évidemment pas idiot, hein, puisque c'est une anomalie comptable de raisonner comme on raisonne aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ce sujet-là qui aujourd'hui fait un petit peu l'actualité, un petit peu de débat. La réalité derrière ça, c'est que ça viendrait effectivement régler une anomalie comptable que personne ne conteste, au demeurant. Mais pour autant, qu'aurait un impact assez faible, voire pas du tout d'impact. Parce que rappelez-vous, on a parlé des abattements pour durée de détention tout à l'heure. Très clairement, ce mécanisme-là, si on revenait à un calcul de plus-value comme celui-ci, favorisera la détention longue. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas envie de payer d'impôt sur la plus-value, même si ça serait logique, hein, qu'on se le dise. Je vais détenir mon bien longtemps, ce qui va faire que, par le jeu des abattements pour durée de détention, je vais venir baisser au maximum mon impôt. Et on l'a vu tout à l'heure, au bout de 30 ans, alors c'est long 30 ans certes, hein, mais au bout de 30 ans, j'ai plus du tout d'impôt. Donc, dans un schéma où, quand on s'inscrit dans de l'investissement immobilier, il est assez rare qu'on ait envie de vendre le bien au bout de 5 ans. En tout cas, c'est pas le projet. Hein. Le projet, c'est d'avoir de la détention assez longue. En réalité, ce schéma, revenir à un calcul de plus-value dans lequel on déduit les amortissements qui ont été passés, eh bien, pour le coup, n'aurait pas beaucoup d'impact sur les détentions longues. Et quand bien même ce sujet serait mis sur la table et serait voté, le principe des amortissements n'est pas remis en cause. Ce qui veut dire que je peux continuer à faire du meublé en passant mes amortissements et conserver le fait que pendant 15 ans, voire 20 ans, je ne paye pas d'impôt sur les revenus que je génère. La réalité, c'est que je suis éventuellement rattrapé à la sortie au moment où je paye ma plus-value. Mais ça ne remet pas en cause la pertinence de l'investissement meublé comparé à l'investissement nu lors du projet. Voilà, donc on a parlé un petit peu des sujets d'actualité, notamment ce qui fait débat, c'est la partie amortissement. Dernière chose avant de finir cette vidéo, on a beaucoup abordé le sujet fiscal. Bon, la réalité derrière tout ça, c'est que l'importance, c'est pas tellement le choix que vous faites, même si on a bien vu qu'il y avait des différences, c'est tout simplement de le faire quand vous pouvez le faire. Ne pas le faire, ça a un impact, hein, c'est que vous ne générez pas de patrimoine. Quand vous investissez dans de l'immobilier tel que je vous l'ai présenté là, que vous le fassiez sous forme de location nue, location meublée,
En réalité, vous allez capitaliser dans les deux cas. Vous allez générer du patrimoine, vous allez créer des revenus nouveaux, pour certains fiscalisés, pour d'autres pas. Voilà, il y a des évolutions fiscales en tout cas, il faut les prendre en compte dans l'analyse qu'on fait au départ, mais on sait que ça peut bouger. Et évidemment, il ne faut pas faire d'investissement dans un but uniquement fiscal, ça marche rarement. Voilà, l'important, c'est d'étudier en amont les différentes possibilités. J'ai essayé de vous les montrer de manière assez succincte et rapide. Évidemment, je suis à votre disposition pour en reparler si le sujet vous intéresse. Pour rentrer dans le détail, puisqu'il y a évidemment quelques particularités, on n'a pas parlé de la location courte durée, qui est un sujet aussi. Il y a différents éléments qu'on n'a pas pu aborder dans ce format court. Donc n'hésitez pas à commenter, à poser d'autres questions, à venir vers moi en privé éventuellement si vous préférez. Et puis comme d'habitude, à nous proposer d'autres sujets, des questions qui vous intéressent et auxquelles vous souhaiteriez qu'on réponde, ou en tout cas qu'on essaye de répondre. Ce sera avec grand plaisir dans d'autres épisodes. Merci en tout cas d'avoir suivi celui-ci.